La parole est à Madame Jeannine Dubié du groupe Liberté et Territoires. Madame la présidente de la commission, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, cher Aurélien. Dans une vie de parlementaire, il y a des causes que nous embrassons plus que d'autres, des combats que nous menons avec davantage de force, de cœur. Ils éveillent en nous une conviction constante et puissante parce que ce sont des combats justes. Pour moi, la cause du handicap et plus largement de l'autonomie des personnes revêt une importance particulière. Et je sais que ce combat est partagé par d'autres dans tous les groupes de l'opposition, mais aussi de la majorité. Le combat pour l'individualisation du calcul de l'AAH a trouvé au Parlement de nombreux défenseurs. En déposant en 2020 une proposition de loi en ce sens, j'ai en effet poursuivi le travail engagé par Marie-Georges Buffet. Yannick Favennec-Becco en était le rapporteur. C'est tous ensemble que nous avons adopté cette proposition et accédé à une demande de longue date des personnes en situation de handicap et des associations. Dans cette même logique transpartisane, le travail a pu continuer au Sénat grâce à notre collègue Philippe Mouiller et au groupe des Républicains. Il a pu se poursuivre ici grâce au groupe communiste et à Stéphane Peu en juin dernier. Ce bel élan ne pouvait être brisé que par un artifice de procédure. Le gouvernement s'y abaissa en recourant au vote bloqué et en dénaturant complètement le texte. Je le dis et je le répète, l'abattement forfaitaire que vous proposez dans le PLF ne saurait nous satisfaire. Il ne répond en rien aux enjeux d'autonomie et de dignité des personnes. Nous persistons à penser qu'il s'agit d'une solution froide et technique à un enjeu politique et philosophique. Notre combat continue, n'en déplaise à certains, car il est profondément juste. Je salue l'initiative de notre collègue rapporteur Aurélien Pradié qui le reprend, et je ne m'étendrai pas sur les conséquences absurdes et parfois dangereuses du mode de calcul actuel de l'AAH. Il oblige un trop grand nombre de personnes à renoncer à se marier ou à vivre en concubinage par peur de perdre une allocation à laquelle ils ont droit et dont ils ont besoin. Ce mode de calcul est absurde. Il est contradictoire. Ainsi, si un bénéficiaire vit chez ses parents, les revenus de ces derniers ne seront pas pris en compte. Alors que si la même personne décide de vivre en couple, alors les revenus du conjoint le seront. Et c'est là, Madame la ministre, que vous vous trompez. La solidarité familiale, elle concerne les ascendants et les descendants, article 212 du Code civil et suivant. Sauf que là, ce qu'on vous parle, c'est de la déconjugalisation. Parce que si c'était la solidarité familiale, alors on prendrait les ressources des parents, ce qui n'est pas le cas. C'est une prestation familiale à vocation spéciale, prévue dans le Code de la sécurité sociale et non dans celui de l'action sociale et des familles. Et j'en veux pour preuve l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles qui dit « Les règles relatives à l'allocation des adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1L et suivants du Code de la sécurité sociale, ci-après reproduite. » C'est même dit dans le Code de la famille et de l'aide sociale. Je suis convaincue que ces contradictions naissent d'une confusion, d'une erreur, celle de croire que l'AAH est un minimum social. Or, c'est une prestation à vocation spéciale. Cessons de la comparer au RSA qui constitue un appui ponctuel pour une personne sans emploi mais en capacité de travailler. L'AAH est une aide durable versée à des personnes dans l'incapacité totale ou partielle de travailler reconnue médicalement et dont souvent la situation n'évoluera pas, voire déclinera. Rien ne justifie que les revenus du conjoint soient pris en compte. Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas seulement d'une question financière, mais bien d'un choix politique. Il renvoie directement à la place que nous accordons aux personnes en situation de handicap dans la société. Au-delà de ce sujet, le texte que nous examinons vise à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap. Le sujet est important car la PCH est une condition du maintien à domicile et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Des avancées ont déjà été permises, suppression de la limite d'âge à 75 ans, aide à la parentalité ou encore possibilité d'un droit à la vie, mais d'importantes marges de progression demeurent. Les évolutions que propose ce texte vont dans le bon sens et reprennent d'ailleurs les préconisations de Denis Leguet.
Les associations attendent depuis des années la publication d'un décret révisant le référentiel pour l'accès à la PCH. Le texte permet d'en fixer le cadre. J'insiste aussi sur la nécessité de supprimer la barrière d'âge de 60 à 65 ans et de la porter à 65 ans. La loi de 2005 indiquait déjà que les barrières d'âge étaient amenées à disparaître dans un délai de 5 ans, ce qui n'a pas été le cas. Chers collègues, nous avons encore du chemin à parcourir pour garantir effectivement l'autonomie et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de franchir un pas supplémentaire. Ne ratons pas une fois de plus cette opportunité. Je vous remercie. Merci, madame la députée.